Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour et bienvenue dans un nouveau hors-série de Coup de canon, le podcast Arsenal French Club. Qui dit hors-série dit invité hors norme, invité XXL, invité de luxe. Vous savez, vous nous écoutez souvent. On a la particularité de ne pas préparer nos émissions. On fait ça un petit peu dans la joie et la bonne humeur et souvent à l'arrache. Mais bien entendu que pour une émission spéciale, il fallait faire une présentation spéciale, pardon. Et donc du coup, je me suis permis d'écrire une petite présentation de mon invité du jour. Son nom évoque sans doute la voix familière d'un commentateur sportif à la personnalité aussi vive que ses analyses. Mais loin des sentiers battus des traditionnelles présentations, imaginez-le comme un conteur des temps modernes, mélangeant un accent britannique savoureux et une passion débordante pour le sport. Il n'est pas seulement celui qui transmet les informations, il fait vivre le match avec cette énergie qui captive l'auditeur à chaque seconde. Mêlant humour et professionnalisme, notre invité est un peu le mélange parfait entre un professeur d'école anglaise et un animateur télé déjanté. Son ton, charismatique, énergique, mais aussi un brin décalé, assez pour rendre l'instant sportif encore plus excitant et peut-être même mémorable. Dans un monde de présentateurs parfois trop sérieux, il sait comment ajouter cette touche de magie qui rend chaque émission unique. Bref, c'est un peu le guide touristique du monde sportif, mais version cool, qui ne se contente pas de vous emmener à la découverte d'un match. Il vous fait vibrer avec un sourire qui vous saute presque au visage à travers l'écran. Nous évoquerons avec lui son enfance dans le sud de l'Angleterre, ses années étudiantes à Londres, son arrivée en France pour enfin parler d'Arsenal, au travers d'anecdotes riches qui vous rendront tous un peu jaloux, mais qui vous feront apprécier The Man à sa juste valeur. Chers auditeurs, please welcome Mr. Darren Tulette. Salut Darren. Wouh. Je Merci, fais parce que le public aussi. on Merci. n'a pas le budget, on n'a pas le budget pour faire la bande son du public. Merci de l'avoir fait pour nous. Thank you for this very kind introduction. Je vais enlever les chapeaux maintenant. Ouais, il avait un magnifique chapeau anglais, vous le verrez peut-être. Euh, vous l'aurez compris, donc Darren Tulette est notre invité de ce hors-série numéro 2 de Coup de canon. Une vraie fierté, un vrai plaisir de te recevoir, Darren. Tant tu symbolises pour les, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les plus anciens, cette version du foot anglais en France. Et nous y reviendrons, bien entendu, tout au long de cet épisode. Euh, Darren, je le disais dans cette introduction, l'émission, on va aborder dans cette émission plusieurs thèmes, notamment déjà histoire de te connaître et de te découvrir. Et bien entendu, pour finir sur notre passion qui est commune, tu l'as bien compris que c'est un podcast réservé, on va dire, aux passionnés d'Arsenal et de voir un petit peu quelle est ta relation avec Arsenal en tant que fan du club. On va commencer directement avec ton enfance. Alors, Darren, tu es né le 2 juin 1965, donc ça veut dire que cette année est une année un peu particulière. Il y a les 50 ans qui arrivent. Je t'enverrai en off une adresse pour l'invitation à cette fête. Ouais, non, Tu es né tu es très gentil. Il y a les 60 ans qui les arrivent. 60 ans, pardon, mais oui, on est en Punaise. Ouais, ouais, 2025, pardon, oh là là. c'est Et pourtant, seulement c'était les Et 50 pourtant, je suis ans. très très bon en maths, mais pardon, 60 ans, oui, oui. Et tu es né à Shoreham by Sea. C'est à Shoreham une... by Sea. Ouais, alors mon Yes, accent n'est pas indeed. le tien, bien entendu. C'est à une quinzaine de kilomètres de Brighton, donc au sud de l'Angleterre. Et Exactement. l'idée, c'est un petit peu de connaître l'enfance de Darren Tulette, donc dans les années 60, début 70, ouais. 70, on va dire, le début des Ouais, 70s. ouais. C'est qui est Darren Tulette, enfant, comment il vit, dans quel environnement Eh bien, mon cher Raoul, Darren Chulette, gamin, je suis l'aîné de quatre enfants. Mes parents euh, m'ont conçu très jeune. D'ailleurs, ouais, donc mes parents, ils avaient 20 ans quand je suis né, tous les deux. Et j'ai découvert récemment qu'ils se sont mariés en décembre. Et je suis né en juin. Vous voyez ce que je veux dire si vous êtes pas trop mal en mathématiques?
Je pense qu'il y a eu un petit accident et donc c'est moi l'accident probablement. Et ça fait, voilà, ils ont été obligés de se marier parce que dans les années 60, même si plus tard dans cette décennie et du côté de Londres, c'était swinging England et tout ça, mais pas dans la classe ouvrière à cette époque-là, dans les petits villages où habitaient mes parents. Tous les deux travaillaient à l'usine et je suis élevé dans une petite maison en briques rouges, comme vous voyez, du côté de Lens ou dans les villes du nord de la France. Une petite maison HLM où donc on n'avait pas de sous, mais on manquait pas de manger ou quoi que ce soit. Euh, une fois que mon papa quitte la maison pour une autre dame, quand j'ai 12 ans, bah, c'était la fin de la fête, entre guillemets, parce qu'on avait une semaine de congé par an. Ça, c'était fini. Donc, pour vous dire à quel point, quand j'étais gamin, pour aller voir un match de foot, il a fallu que je trouve le moyen de trouver les sous moi-même, parce qu'il n'y avait pas un copec à la maison. Donc, moi, dès l'âge de 12 ans, je faisais des petits jobs, je nettoyais le taxi de notre voisin. Il avait deux bagnoles que je nettoyais le dimanche matin. Et ce qui me payait, 5 livres à l'époque, était assez pour aller voir Brighton jouer en troisième division et le train et le hot dog qui allait avec, quoi. Enfin, plutôt des frites. Et donc voilà, c'est ça ma jeunesse. Le foot fait partie de ma vie parce que mon père joue au foot. Il m'amène au match quand il joue et je suis au bord de la pelouse, quoi, à regarder mon papa jouer. Détrompez-vous, il était pas bon, hein, si vous étiez en train de dire, ah ben, non, non, il était nul. Mais avec ses potes, ils avaient créé une équipe. C'était l'équipe du pub où ils allaient boire des pintes. Donc, le Montague Arms ou un truc comme ça, il s'appelait. Et il était vraiment pas terrible comme joueur. Et j'ai hérité de lui, malheureusement. J'étais pas terrible non plus. Mais très enthousiaste. Je jouais au foot tout le temps. Je jouais quand même pour l'équipe de mon école. Donc, j'étais pas le plus nul non plus. Mais j'étais pas parmi les meilleurs joueurs, quoi. J'étais toujours là parce que je voulais être là. J'étais toujours enthousiasmé par le jeu. Et donc, quand je suis tout petit, tu sais, comme tout le monde, tu dois choisir ton équipe. Tu vas être fan de qui? Donc, pour moi, il y a eu deux choses qui se sont passées. Déjà, dans un premier temps, quand j'ai 5-6 ans, je n'ai pas encore allé voir un match de foot dans un stade. Et quand tu as 5-6 ans, je pense que c'est pareil dans n'importe quel pays, tu ne choisis pas un club de troisième ou quatrième division pour dire je suis fan du petit poussé. Non, tu suis un gros, tu vois. Donc, tu suis le champion. Mon frère, qui est 5 ans de moins que moi, lui, il a choisi Liverpool parce que quand il avait 5-6 ans, Liverpool était champion d'Angleterre. Mais moi, dans l'année 70 ou 71, j'adopte Arsenal parce que Arsenal est tout en haut du tableau en 70 et 71. D'ailleurs, 71, c'est l'année de notre doublé. Et donc, je suis fan d'Arsenal. Ça y est, et ça, c'est pour la vie. Ça ne change pas. Il y a des bonnes années, des mauvaises années, mais tu es fan de ton club pour toujours. Donc, ça va faire quand même 55 ans, quelque chose comme ça. Et en même temps, parce que Brighton est à côté, monsieur, aller à Londres pour un gamin comme moi, sans le sou, c'est impossible, impensable. Je pensais jamais, c'était même pas dans ma tête un projet, quoi. Un jour, j'irai voir un match d'Arsenal, c'était tellement impossible. Mais je pouvais aller à Brighton, effectivement, parce que le train, ça coûtait 2 balles et le billet pour aller voir Brighton jouer en troisième division, c'était pas cher, derrière le but non plus. Donc, on y allait avec nos potes à partir de 12 ans, quoi. Donc, j'avais deux amours en quelque sorte, quoi. J'avais ma maîtresse qui était Arsenal, un peu cachée parce que je ne pouvais pas aller au stade voir les Gunners. Mais je pouvais aller voir Brighton et je allais très, très souvent voir les Seagulls jouer à domicile dans un stade qui n'existe plus, malheureusement, the Goldstone Ground. Donc, les deux stades de mon enfance, de mon adolescence, n'existent plus parce que the Goldstone Ground, c'était mes premiers souvenirs donc d'adolescent derrière le but de Brighton. Et plus tard, j'ai eu le plaisir quand même à 17-18 ans, je vais pour la première fois à Highbury. North Bank, évidemment, on faisait la queue avec un autre pote qui faisait ses études à Londres. On allait au match quand on pouvait. Et ben, ce stade n'existe plus non plus. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que bien plus tard, je vais quand même connaître le stade de Highbury à l'intérieur grâce au fait que je deviens journaliste et que je me retrouve. Et c'est ça qui est le plus dingue dans cette histoire, dans mon histoire,
c'est que j'étais derrière le but à 17, 18 ans avec tous les supporters. Et quelques années plus tard, j'allais être dans le salon des joueurs à regarder les matchs parce que invité par un pote, Rémi Garde. Et puis, je vais être encore plus tard dans les coulisses à faire les entretiens avec Thierry Henry et Arsène Wenger parce que je suis avec Canal+, et je suis envoyé couvrir des matchs de Ligue des Champions dans ce stade mythique qui est Highbury. Donc voilà pour une petite présentation de qui je suis au début, quoi, et mes racines. Voilà. Ok. Et du coup, forcément, on va y revenir sur ces années euh, Highbury, journaliste, etc. Mm-hmm. Du coup, jeune enfant à Brighton, adolescent également, et puis il y a l'homme qui se forge et tu pars faire tes études à Londres. Donc c'est Non, Non? je pars à Manchester pour mes études. Manchester pour tes études, d'accord. Et ce sont Ouais, déjà des ouais. études de journalisme ou pas? Non, 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 j'ai jamais fait des études pour le journalisme. Je pense que ceux qui m'ont vu à la télé sont au courant que je n'ai jamais étudié le journalisme. Mais je suis... Non, 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 moi déjà, je rate un petit peu un moment de ma vie. Quand j'ai 17, 18 ans et je devrais étudier vers la fin un petit peu pour l'équivalent du bac en Angleterre, je suis quelqu'un de très politisé. Je passe presque tous mes week-ends sur des manifs. Je monte à Londres pour aller euh, défiler contre Margaret Thatcher, défiler pour Nelson Mandela qui était encore en prison à cette Mhm. époque-là. Donc il y avait plein de choses qui se passaient dans la société et j'étais très, très intéressé par tout ça, très concerné. J'étais à ce moment-là, j'allais en plus de manifs que de matchs de foot. Et même si j'ai arrêté jamais de suivre le foot. Mais ça veut dire qu'à 18 ans, je rate la moitié de mon bac. Je ne peux pas aller à l'université. Ceci dit, personne de ma famille n'avait jamais fait des études supérieures, donc il n'y avait pas quelqu'un pour me guider non plus. Et donc, même si mes potes à l'école, eux, ils partaient, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Et je m'étais retrouvé donc sans les résultats qu'il fallait pour partir. Et en quelque sorte, comment dire, j'étais pas piégé, mais avec mes potes, on avait pris un job de l'été à 18 ans, donc après le bac, post-bac. Eux, c'était avant de partir donc à l'université. Et moi, bah, parce que c'était un job. J'avais quitté le foyer familial à 18 ans parce que je partageais une chambre qui faisait à peu près 2,50 m carrés avec mon frère. On dormait presque dans le même lit. Donc, j'avais besoin de liberté pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Et je me retrouve donc avec un appartement, enfin un studio à payer. Donc, il faut un job. Donc, ce job, c'est à l'usine à côté avec mes potes pendant l'été, sauf que eux, ils partent à l'université après. Et moi, je reste parce que j'ai pas les résultats qu'il fallait. Et donc, pendant un an, je travaille la nuit dans une usine. Et franchement, c'est vrai que quelque part, quand je me regarde, quand je pense à cette époque-là, je me dis, mais où est-ce que j'allais? Qu'est-ce que j'avais dans la tête, en fait? Parce qu'il n'y avait pas de rébellion chez moi. J'étais juste là. Ouais, c'est un job, évidemment, c'est pas le job de ma vie. Évidemment, dans ma tête, je vais pas rester là très longtemps. Mais j'ai fait quand même un an. Un an, c'est long à travailler la nuit dans une usine. Et heureusement pour moi, il y a un ancien prof qui me retrouve, qui me contacte pour me dire, parce qu'il avait un petit peu le même background que moi, la même histoire familiale et tout ça. Il venait d'une famille un petit peu compliquée aussi, avec personne n'avait fait des études avant lui. Donc bref, il a vu quelque chose en moi qui lui ressemblait, je pense. Et heureusement pour moi, il me retrouve, il me parle longuement, il me dit, mais c'est pas parce que tu as foiré l'examen il y a un an que tu peux pas aller à l'université plus tard. Va refaire un petit peu de cours et je vais t'inscrire pour faire ce qu'en Angleterre, en fait, c'est pas le bac en entier, tu peux faire en morceaux. Donc, il m'a dit, je vais t'inscrire pour le morceau qui te manque. Tu vas aller à night school, tu vois, une fois par semaine, tu vas à l'école le soir. Et tu vas aller chercher ce putain de résultat qui va faire en sorte que tu peux partir à l'université. Donc, ce mec-là, je suis toujours en contact avec lui, je le vois régulièrement quand je rentre en Angleterre, parce que qui sait, sans lui, je ne sais pas où je serais allé ou ce que je serais devenu. J'ai fait le nécessaire pour avoir le résultat qu'il me fallait pour partir à Manchester, donc à 20 ans. Donc moi, il m'a fallu 2 ans de plus que mes potes, mais j'arrive à Manchester
Je choisis Manchester parce que je suis un mec du sud. Je vais aller dans le nord. Je suis un mec d'un village. Je vais aller dans la grande ville. Je voulais que tout soit différent. Et à Manchester, je suis bien servi parce que déjà, il y a deux clubs de D1 à l'époque, Manchester United et Manchester City, même s'ils dominaient pas du tout le foot anglais, ni l'un ni l'autre à cette époque-là. Mais je peux aller voir des matchs tous les week-ends. Parce qu'il faut se souvenir de cette époque, tu pouvais juste aller au stade, faire la queue derrière le but et entrer. Et ça coûtait genre l'équivalent aujourd'hui de 10 balles, quoi. Tu vois, à 15 balles peut-être. Mais c'était pas impossible, quoi. Même pour moi, étudiant qui avait une bourse, j'avais quand même la possibilité. Bon, j'ai pris des petits jobs aussi hein, comme barman, mais j'avais des sous pour aller au match, quoi. Donc à Manchester, c'était génial pour ça. Juste pour compléter sur l'éducation que j'étais l'expert à rater, je n'ai pas fini mes études à Manchester non plus. J'ai fait un an sur les trois avant de faire autre chose. Mais tout ça pour vous dire plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas diplômé, j'ai bac plus zéro. Et déjà, c'était un bac, mais totalement sans mention. Si la mention était genre moyen. Euh, mais à l'école, j'étais facile. Mais je faisais, à un moment donné, j'ai compris que c'était pas la peine de pousser très loin pour avoir les résultats. Donc, j'étais facile, quoi. Je faisais le minimum pour avoir ce qu'il me fallait. Mais je me retrouve à Manchester et je suis très très loin d'être journaliste parce que je ne faisais pas ces études-là de toute façon. Mais dans ma tête, j'avais toujours l'idée, c'était ça que je voulais faire. À 13-14 ans, quand on me demande ça à l'école et qu'il y a un type qui vient nous parler de notre avenir, c'est ce que j'ai répondu à sa question. Qu'est-ce que vous voulez faire plus grand? Journaliste. Mais je me voyais plutôt dans la politique que dans le sport. Donc ça va venir plus tard parce que pour y arriver plus rapidement, je suis à Manchester à la fin de ces 3 ans où mes potes, ils ont tous fait le diplôme et moi non. C'est une histoire qui se répète en quelque sorte. L'un de mes potes, Nick, me dit à cette soirée où tout le monde se souhaite allez, salut, c'était chouette et à des nouvelles aventures parce que tout le monde repart quelque part. Lui, il me dit je vais à Paris. Tu veux venir avec moi parce que j'avais zéro projet et je suis venu avec lui. Donc c'était vraiment sur un mais comme en anglais on dirait Un coup de tête. totally random. Totally random. Tu vois, le gars, il aurait pu me dire je vais à Marrakech ou je vais Hmm. à Sydney. Qui sait? Mais non, il va à Paris et je viens avec lui à Paris. On trouve un job comme prof d'anglais dans une école privée qui s'appelle Berlitz. À l'époque, il y en avait dans tous les arrondissements à Paris. Et on est prof d'anglais dans des cours privés dans ces écoles de Berlitz. Et je reste 5-6 ans à Paris en tant que prof d'anglais, quoi. Et là aussi, j'ai aucun projet pour demain. Je vis de jour au jour. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne pense pas du tout à être journaliste. Et heureusement pour moi, je rencontre une nana, une Française qui va devenir ma femme et la mère de mes enfants. Mais c'est elle qui me dit, qu'est-ce que tu fous? Tu vas où? Qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que c'était genre, pourquoi je vais rester avec toi si tu vas continuer à être ce branleur de prof d'anglais qui ne fait rien? Euh, et voilà, ça commence là. Je rentre en Angleterre, à Brighton. Elle travaille tout de suite, elle trouve un job. Moi, je suis au chômage pendant 6 mois. Mais petit à petit, je trouve des opportunités en faisant des bénévolats dans des radios et tout ça. Il y a une télé locale qui se lance, mais vraiment un projet hyper minuscule, mais ils ont besoin de gens qui ont un peu de gouaille et qui peuvent travailler vite et pour presque rien. Donc c'est moi. Donc je fais ça et j'ai la confiance de ces deux expériences presque bénévoles. Donc de me lancer pour un job, parce que je vois un job dans le Guardian tous les lundis, je lisais les pages dans le Guardian, qui est mon journal préféré, pour qui des années plus tard, je vais écrire sur le sport, donc ça c'est quand même une fierté énorme. Mais il y a un job et quelqu'un cherche un reporter et je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que c'est trop long, mais évidemment, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas l'éducation pour, je n'ai pas l'expérience non plus parce que je n'ai jamais été journaliste. Mais disons que j'ai été très créatif avec mon CV. Je me présente quand même. Je raconte pas mal de bullshit pour convaincre les gens de me mettre sur la shortlist de ceux qui vont être reçus par la boîte qui cherche le journaliste. Et par peut-être des miracles, j'ai le job. Et donc, je suis journaliste à Londres en 93-94, je pense. Et je commence à travailler pour Bloomberg à Londres. Et c'est magnifique parce qu'il y a des bureaux de dingue.
On était dans les meilleures conditions possibles pour un jeune journaliste, quoi. Et 2 ans plus tard, je suis transféré de Londres à Paris, où je commence à couvrir tous les événements, grands événements sportifs. Mais aussi, j'écris sur le sports business et je vais à des conférences et je rencontre plein de gens. Et je fais plein de choses intéressantes. La Coupe du Monde 98, c'est le plus grand expérience de ma jeune vie de journaliste. Et je rencontre plein d'autres journalistes à ce moment-là. Et quelques années plus tard, Hervé Matou à Canal+, euh, va chercher des correspondants, ceux qui sont les moins jeunes parmi ceux qui sont avec nous, se souviennent peut-être de cette époque lorsque l'équipe de dimanche a changé de format. Et l'équipe de dimanche avec Hervé, c'était avec des correspondants étrangers autour de la table pour parler de leur championnat. Et c'est là où je commence à faire cette émission de dimanche soir, vraiment pour le plaisir, parce que j'avais donc un vrai job, entre guillemets, avec Bloomberg, où je suis dans l'écrit, hein, c'est la presse écrite. Mais cette opportunité de parler de la Premier League tous les dimanches sur Canal était très rigolo pour moi. Et peut-être le fait que j'avais aucun stress, aucune pression, parce que j'avais vraiment un super job avec un bon salaire, a fait que je pouvais juste y aller le dimanche comme ça. Je suis très léger, quoi. Je rigole, je raconte des histoires. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave parce que j'ai mon vrai job de toute façon. C'est un petit pige, tu vois, ce dimanche soir. Mm. Il y a des cacahuètes d'ailleurs quand j'y pense. Mais après 18 mois de faire ces piges-là, j'ai un souci parce que Bloomberg n'est pas au courant de ce que je fais parce que je savais que si j'avais demandé la permission, ils auraient dit non. Mais SoFoot vient d'être lancé et ils font un entretien avec moi dans le magazine. C'est qui l'anglais de l'équipe de dimanche? Et là, j'ai un petit, mon nom est sur la couve du magazine. Et j'ai des collègues chez Bloomberg qui voient ça, qui me disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Tu passes à la télé? Comment c'est possible? Tous ces mecs avec qui je travaillais chez Bloomberg, personne n'a regardé le foot, personne n'avait Mm. Canal, donc ils n'étaient pas au courant. Il n'y a que des Américains et des Australiens et quelques Britanniques. Et je suis devant une situation maintenant où je dois choisir, quoi, en quelque sorte. Soit j'essaie de continuer à faire la télévision, est-ce que ça peut devenir quelque chose à plein temps? Soit je dis, OK, je stoppe la télé et je me concentre sur mon vrai job parce que c'est ça qui paye les Les factures, quoi. factures, ouais. Et j'ai des enfants, tu vois. Donc je laisse le destin décider en quelque sorte, Raoul, parce que je me dis, je prends un rendez-vous avec Michel Denisot, qui est le patron des sports. Je vais dans son bureau et je lui dis, ah oui, Michel, je viens vous dire que je dois quitter l'émission à la fin de la saison et je vais vous donner le temps de trouver quelqu'un d'autre, un roast beef remplaçant, quoi. Parce que, voilà, mon employeur ne veut plus que je fasse cette émission. Et Michel, après moult discussions, m'a dit, mais c'est pas possible, on va trouver une solution, on ne trouve pas de solution. Et donc, il dit qu'à ce moment-là, il faut que tu rejoignes la famille, quoi. Tu signes chez nous, tu fais la télé à plein temps. Donc, c'était pas évident parce que écrire, c'était une vraie passion pour moi. Mais je me disais que je me lance dans cette aventure pour voir. C'était un risque parce qu'ils m'ont donné dans un premier temps un contrat d'un an, hein, alors que Mm. j'avais un CDI. Donc, j'ai pris quand même un risque quand j'y pense. Mais c'était un pari gagnant finalement parce que le CDD devient un CDI un peu plus tard. Je suis lancé sur Canal où je fais le foot anglais, mais pas que, et je termine par présenter des émissions. Match of the Day, c'est mon idée. Je fais plein de choses super sympas, des reportages et des. Bref, je me régale et je me réjouis de cette chance, de cette aubaine qui tombe du ciel, tu vois, à ce moment-là de ma vie. Et ça m'a permis de faire ouais, plus ou moins 10 ans sur Canal+, grâce au fait qu'ils avaient besoin d'un roast beef à un moment donné et j'étais au bon endroit au bon moment. Ouais, avant de rejoindre Bing en 2012 pour le lancement de la 2012, chaîne. ouais, pour le lancement de la chaîne, ouais. Alors, il y a plein d'informations. Alors, sache que tu dois être le premier sur cette émission-là depuis que je la fais, et c'est le 60e épisode depuis le mois de juillet, à me laisser bouche bée. Je n'arrive pas, je sais pas quoi dire. Et je t'écoute avec, bah, tu dois le voir, avec les oreilles bien ouvertes et les yeux grands ouverts. Mais sur ce que tu as dit, revenons sur
quelques petits détails parce que c'est des choses qui m'intéressent, notamment quand sur un coup de tête ou le fameux random, comme tu dis, tu rejoins, bah, tu pars à Paris avec ton pote. Est-ce que Ouais. à ce moment-là, tu maîtrises déjà la langue française ou est-ce que Oh tu non, pas du arrives tout. complètement sans un mot français? Non, pas Euh, sans un mot. On était obligé en Angleterre de faire un minimum de langue étrangère. Donc, j'avais fait un petit peu de français. J'étais capable de dire, aller dans une boulangerie et montrer de doigts comme ça et dire, je voudrais ça, hmm. pour favor. Je voudrais ça, je voudrais ça. Ça, c'est combien? Mais c'était limité à des choses comme ça. Où est la gare? Mais Hmm. malheureusement, je n'avais pas besoin de savoir où était la gare. Euh, donc, non, je ne comprenais rien. Donc un niveau très scolaire de ce que tu as Scolaire. pu apprendre. Ma chance est que mon pote, lui, était pas loin d'être bilingue déjà. Donc, n'importe où on allait, c'était mon traducteur. Et après, j'étais obligé en quelque sorte, entre guillemets, hein, mais d'aller dans des endroits où il y avait d'autres expatriés pour pouvoir avoir des conversations, parce que Des sinon, pubs. ouais, les pubs, forcément, j'allais regarder les matchs de foot et de rugby au pub et comme ça, on croit d'autres British. Et j'ai rejoint tout de suite un club de foot, les Paris Gales. Donc, c'était une équipe fondée par des Irlandais. Donc là aussi, je jouais au foot tous les dimanches. Il y avait l'entraînement dans la semaine. Mais c'était en anglais, tu vois, ben, il n'y avait pas de français. Donc, dans un premier temps, c'est ça qui me sauve, entre guillemets, parce que ça me permet d'avoir des potes ici. Mais avoir des potes français et avoir une petite copine française, c'était compliqué parce qu'avec la langue, difficile, quoi. J'arrivais pas à m'exprimer. Et c'est vrai que après, c'est un peu le truc cliché, mais quand tu arrives à avoir tes premières petites copines françaises, ça t'aide quand même à faire des progrès, et pas La seulement. motivation, elle est autre, on Et, va dire. Voilà. ah, mais c'est intéressant parce que voilà, la motivation, effectivement, est là. Et je me souviens de ma première copine française, Christine. Je te Salut salue. Christine. Ah, Christine, j'ai des super souvenirs. Euh, non, mais c'est formidable parce que grâce à elle, elle parlait pas très bien anglais non plus, donc ça m'a poussé à. J'étais obligé de parler français. Et avec Christine, je pense avoir fait pas mal de progrès dans un premier temps avant de passer à Frédéric, qui, ça, c'était pas mal non plus parce que même si elle parlait bien anglais. Mais bon, elle m'a aidé au niveau de la langue. Et puis bon, plus tard, il y a Il y a Magali Magali. qui devient ma femme, qui m'aide énormément au niveau de la langue. Mais j'avais vraiment, aujourd'hui, je comprends que tu me vois maintenant maîtriser plus ou moins la langue de Molière. Et je dis, ah, bah, tu dois avoir. Les gens, ils disent, ah, tu dois avoir un don pour les langues. Mais vraiment, détrompez-vous. Mais Hmm. dans un premier temps, nul et longtemps, longtemps, très nul. Au bout de 2 ans, par exemple, j'étais pas loin de rentrer à la maison parce que je me suis dit, OK, je vais jamais y arriver. Et c'était trop frustrant pour moi. Vous voyez à quel point je suis bavard. Euh, Beaucoup trop frustrant pour moi de ne pas pouvoir raconter des histoires, être obligé de, parce que je veux être drôle, de trouver des façons très courtes, parce que si je commence avec plus de 3 phrases, les Français s'intéressent plus parce qu'ils en peuvent plus, ils comprennent rien. Où est-ce qu'il va? C'est trop long, c'est chiant. Donc, non, non, j'ai failli revenir en Angleterre à plusieurs reprises parce que je ne maîtrisais pas la langue. Et puis, je ne sais pas, il y a une espèce de déclic à un moment donné qui fait que ça rentre plus facilement. Mais j'ai jamais pris de cours ici non plus, mais c'est avec les copines, c'est avec les potes, et c'est dans la rue que j'apprends. Et petit à petit, comme une éponge, à un moment Hmm. donné, ça entre et ça reste. Et aujourd'hui, je suis très fier du fait que ouais, je suis pas trop mal quoi, aujourd'hui en français. Et pour moi, c'est vraiment une surprise parce qu'il y a personne dans la famille qui parle une autre langue à part moi. Et je pense que sans cette nécessité, je l'aurais jamais maîtrisé, quoi. Mais voilà, merci à mes copines de m'avoir aidé sur ce chemin-là. Alors, ça, c'était. Alors, du coup, s'il y a des enfants ou des jeunes qui nous écoutent, il y a une leçon à retenir, et ça, on le dit souvent, c'est que l'apprentissage des langues se fait avec la pratique, et qu'il n'y a pas à avoir peur de ce que vous apprenez sur les bancs Oui, de l'école. puis, Mais soyez aventurier. voilà, Euh, il faut y Moi, aller, je suis il faut venu à Paris tenter, sans rien. écouter. J'ai bossé en tant que barman pendant des mois pour avoir des sous mais franchement, je suis arrivé avec 400 balles dans la poche. Bon, 400 balles à l'époque, c'est pas, c'est peut-être le double aujourd'hui. Hmm.
Je suis arrivé à Paris avec 400 balles dans la poche et mon pote connaissait un type chez qui on a pu passer la première nuit à dormir par terre. C'est tout ce qu'on avait. Et on aurait pu rentrer à la maison un mois plus tard hein, sans avoir réussi à faire quoi que ce soit. Ouais. Mais au moins, on aurait tenté notre chance. Et je dis aux jeunes Angéliques qui se demandent tu vois, comment faire pour avancer dans la vie. Mais vraiment, chaque petit truc qu'on peut avoir comme plus, il faut aller le chercher. Quoi. Donc, si vous vous dites, ah, j'aimerais bien parler anglais, ou ah, j'irais bien, ah, si seulement je pouvais aller vivre en Angleterre. Mais arrêtez de dire si seulement, allez-y, quoi, faites-le. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez à Londres, c'est hyper cher, hein, mais allez à Londres, trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te laisse dormir par terre pendant 2, 3 jours. Cherchez à être serveur ou barman ou nettoyer le sol d'un supermarché. Je l'ai fait ça, moi, à 19 ans pendant 6 mois aussi. Mais n'importe quoi pour payer un minimum de loyer et exister et être là. Et moi, je me souviens à Paris, par exemple, je connaissais personne à part mon pote avec qui je suis venu. Une fois qu'on avait des jobs, s'il bossait et moi je bossais pas, c'est pas comme si je pouvais aller boire un coup avec qui que ce soit. Donc je prenais, j'ai adoré le fait qu'il y avait la carte orange à l'époque. C'est le passe Navigo aujourd'hui. La carte orange, tu pouvais aller n'importe où dans Paris. Donc je montais dans des bus. Alors, je ne savais même pas où le bus allait. Il y avait un mot, porte de je sais pas quoi. Je monte dans le bus et je visite Paris comme ça. Et je reste jusqu'au bout. Je suis comme ça, tiens, émerveillé. Je regarde tout. Je viens d'un petit bled de nulle part à côté de Brighton. Manchester, une ville à l'époque, dans les années 80, moche comme tout, Mhm. sale, dégueulasse, violente. Donc, j'arrive à Paris, mais je suis, waouh, c'est incroyable. Et je suis dans voilà, des bus. Je prends les bus tout le temps pour visiter Paris avec ma carte orange. Parfois, les mecs, ils me regardaient, le chauffeur, il disait, il est encore là, lui, ça. Toi? C'est terminé, là, vous descendez. Moi, je faisais genre, vous n'allez pas, avec un mélange d'anglais et français, mais vous n'allez pas, retourner sur le chemin à un moment donné. Oui, mais tu descends. Je descendais, il faisait 100 mètres, je faisais 100 mètres à pied et je remontais. Remonter. Tu vas regarder les gens, il est con, c'est con. Mais voilà, ce que Ouais. je voulais dire par ça, c'est parfois, il faut juste Il faut allez-y. oser. Ouais, il faut oser, ouais. Allez, jetez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre, franchement? On revient là sur ton expérience à Londres chez Bloomberg. C'était donc en 95, quelque chose comme ça, 96 à peu Ouais, près. 94, 15, ouais. 80, ouais. C'était déjà les bâtiments qui étaient à côté de Bank Station ou c'était d'autres bâtiments à l'époque? Oui, c'est dans ce coin-là, ouais. Ouais, Ouais. ok. Et du coup, à un moment donné, tu dis qu'avec Magali, si je peux me donner son prénom, pardon, j'ai pas demandé la permission, mais tu retournes sur Brighton. Donc du coup, c'est elle qui fait le chemin inverse finalement. On passe six Euh, mois à Brighton et puis on déménage à Londres où on passe 18 mois, 2 ans, ouais. ok. Et par contre, elle maîtrisait l'anglais? Oui, 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 elle parlait très bien anglais, elle est anglophone, anglophile, donc non, elle était bien. Ce qui était heureux pour moi, parce que sinon ça aurait été très compliqué. J'avais pas à m'occuper d'elle de ce côté-là, elle Ouais. était très débrouillarde, donc elle aimait bien Et, être et en tes Angleterre. enfants sont du coup nés en Angleterre ou en France? Non, non, elles sont nées en France toutes les deux, parce qu'on est revenu justement à un moment où, je vais dire, on est enceinte, on revient en France. Ok, ouais. Parce que j'ai fait l'erreur d'amener Magali dans un hôpital londonien, et ça a fait vraiment un effet de peur, parce que Mhm. l'hôpital public, ça ressemblait à quelque chose d'un film des années 20 mais pas de ce siècle, quoi. Tu vois, Ouais. 1920. Et donc, Maggie a dit, je ne vais pas accoucher ici, il faut qu'on rentre en France. Et c'est comme ça on est arrivé de nouveau en France et je suis journaliste à Paris, quoi. Ok. Mais peut-être que les supporters d'Arsenal, ils veulent plus qu'on parle des Gunners, non? On va y arriver, ouais. Du De coup, toutes tu as les donné une anecdote et j'aimerais juste si tu pouvais nous l'expliquer très rapidement, ouais, parce qu'aujourd'hui, le monde du foot a tellement changé, mais que les gens puissent se rendre compte de ce qu'était aller voir un match de foot en Angleterre. Tu l'as dit, à l'époque, quand tu étais à Manchester, tu faisais la queue derrière le but et t'allais voir le match, et notamment côté North Bank à Highbury. Tu me le disais mercredi quand on s'est appelé pour préparer ce podcast, c'est ouais, que en fait, tu allais voir des matchs à Highbury, tu arrivais 3 heures avant, tu faisais la queue,
Et en Ouais. fait, tu savais que tu allais voir le match. Alors qu'aujourd'hui, pour aller voir un match à l'Emirates, il faut être minimum Red Member, il faut être sur des listes d'attente, il faut participer au ballot. Alors, il y a tous les ans, bah, tous les matchs, pardon, 60 000 personnes qui vont voir Arsenal, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui restent sur le carreau. Et je trouve que euh, le déséquilibre, il est tellement énorme que j'aimerais que tu nous racontes justement ces périodes-là où tu allais à Highbury, et finalement, en arrivant tôt, tu savais que tu allais voir le match, quoi. Oui, c'est ça, parce que les places réservées à cette époque-là, je pense que c'était seulement dans les tribunes avec les places assises. Ça, je parle d'une époque où trois quarts du stade étaient debout, quoi, les spectateurs, les fans au stade. Donc, oui, il me semble hein, que les clubs vendaient des places assises à l'avance, mais sinon, pour tout le reste du stade, c'était premier venu, premier servi. Tu vois, first come, first served. Le, les grands stades n'étaient pas toujours pleins de toute façon, mais pour un match important, à Highbury allait se remplir évidemment. Et donc, ça voulait dire arriver peut-être 2h30, 3 heures avant le coup d'envoi et commencer à faire la queue. Qu'il pleuvait ou qu'il neigeait, tu étais là debout à faire la queue. Vous savez que les Anglais maîtrisent l'art de faire la queue. Hein. Il n'y a pas autant de triche qu'il y a en France. Lorsqu'un bus arrive en France, c'est une espèce de meulée humaine pour monter en premier, même ceux qui viennent d'arriver. En Angleterre, quand on attend le bus, il y a une queue totalement respectée. La personne qui était là en premier monte en premier. Hmm. C'était pareil pour les matchs de foot. La queue se formait, était très longue, pas, évidemment, pour des gros matchs. Mais oui, avec mon pote qui habitait Londres, donc lui, il faisait ses études à Londres. Et j'allais le voir, je pouvais dormir chez lui. Et donc, on allait faire la queue derrière le North Bank, quoi. Et on n'a jamais eu un match où on n'est pas rentré, quoi. Même si je me souviens d'un match, par exemple, dans la semaine, il y avait putain, une demi-finale peut-être d'une Coupe de la Ligue contre Everton. Et on était tellement, mais il y avait tellement de monde. Et à un moment donné, il y a un but. On avait une équipe de, oh là là, c'était pas terrible à cette époque-là. Il y avait des joueurs comme Perry Groves, je sais pas si ça vous parle, Martin Hayes, bref, des types comme ça. Et en bas à Everton, il y a un but à un moment donné, et je suis dans le North Bank, et évidemment, on a tous devant, comme ça. Et puis normalement, il y a une espèce de vague humaine et puis ça revient aussi comme une vague. Et on retrouve sa place, quoi. Sauf qu'on était tellement nombreux qu'après ce but-là, je me souviens très bien, être resté mais 2-3 minutes, et c'est hyper lent, hein, 2-3 minutes quand tu penses que tu es dans une situation coincée entre les mecs où mes pieds ne touchaient plus par terre. Et j'étais resté comme ça 2-3 minutes, quoi. Coincé, mais tellement coincé que je ne veux plus remettre les pieds à terre. C'était étouffant. Mais bon, je me souviens qu'Arsenal avait gagné, donc c'est le plus important. Et à entendre ça, le décalage avec le foot moderne est quand même aujourd'hui tellement énorme, je trouve, que tu fais partie de ceux qui ont déjà eu le privilège déjà d'assister à un match à Highbury en tant que fan, avant d'être journaliste sportif, et d'avoir connu ces années football où finalement il était probablement accessible à tous. On va basculer, faire un petit bond dans le temps d'Arène et parler, si tu veux bien, euh, du passage de Darren Tulette, fan d'Arsenal, à Darren Tulette, ta relation avec Arsenal, mais du coup, professionnelle. C'est quoi la première fois à quel moment, et donc du coup, ça doit être pour Canal, je suppose, tu te rends à Arsenal ou tu couvres un événement pour Arsenal pour ton média télé en tant que fan, mais en étant finalement payé pour. Hmm. Ben, je pense que ça commence d'abord, on va parler de Londres en 96. Donc Wenger a été nommé entraîneur, mais il n'est pas encore là parce il veut terminer son contrat avec les Japonais. Au Japon, ouais. Ouais, ouais. Mais il avait fait venir deux Français dans un premier temps, souvenez-vous. Patrick Vieira, tout le monde s'en souvient, mais Rémi Garde aussi, le même jour. Et donc, moi, je suis à Londres avec Magali, effectivement, et je vois ça d'un bon oeil, évidemment. Il y a des Français qui arrivent dans mon club, formidable. Et je suis jeune journaliste avec Bloomberg, effectivement, mais je ne couvre pas de matchs de foot comme ça.
Nous, on est une très petite équipe, donc on ne va pas au stade pour faire des matchs d'Arsenal ou quoi que ce soit. Je faisais beaucoup plus de desk à l'époque. J'étais le dernier de cette équipe, donc je faisais des jobs les moins intéressants déjà. Donc, surtout au desk. Donc, je reste au bureau presque tous les jours de la semaine. Mais grâce à un pote journaliste, Xavier Révoire, le regretté parce que malheureusement il n'est plus avec nous, mais c'était un ami à Londres à cette époque-là. Et Xavier était lyonnais et il connaissait Rémi Garde. Déjà, il était à Londres pour l'équipe et France Foot ou l'un des deux ou les deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il écrivait sur le foot français, quoi. Et donc, quand Rémi arrive, Rémi et sa femme Béa ne connaissent personne à part Xavier. Et Xavier était un bout en train et il avait toujours envie de faire rencontrer les uns les autres. Et donc, il a dit, ah bah écoute, Darren, il faut que tu rencontres Rémi parce que tu vois, ta femme est française et ça va faire, voilà, ça va créer des liens. Donc, on dîne ensemble, on va chez lui, on va chez eux, on va chez nous. Donc, ça commence à être une petite amitié sympa. Et grâce à Rémi, vu que je ne travaille pas le week-end assez souvent à cette époque-là, ben, je peux aller au match. Et je suis son invité parce que bon, il n'a pas de potes à Londres non plus. Évidemment, il y a des amis qui vont venir voir des matchs, mais assez régulièrement. Donc, je suis dans le Players Lounge grâce à Rémi à regarder. Tu vois, après le match, je suis dans le Players Lounge à boire un coup. Et donc, Pat Vieira est là. Tout timide, tout jeune. Plus tard, il va y avoir Nicolas Anelka aussi, qu'on va croiser assez régulièrement, tout jeune aussi. Tiens, je viens de le recroiser il y a quelques jours et on a parlé de cette époque-là, quand on se voyait à Highbury. Et pour moi, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Je suis encore fan, même si maintenant j'ai une carte de presse. Oui, je te dis, je fais jamais des matchs, tu vois, de foot. Donc, être là, c'est un privilège. Être dans le salon et invité par un joueur d'Arsenal qui est en train de devenir mon pote, c'était juste, mais inespéré, un truc de dingue. Et voilà, je vis mes meilleurs jours là. Mais c'est seulement plus tard, quand je suis, quand je suis en France, que j'arrive de temps en temps à mélanger le professionnel, le côté professionnel avec Arsenal, quoi. Et ça, c'est surtout effectivement quand je commence à être à la télé, parce que les joueurs ne me connaissent pas forcément hein, quand je suis dans la presse écrite et personne ne me lit parce qu'ils vont pas lire mes papiers en anglais chez Bloomberg. Mais quand je commence à passer à la télé, donc il me semble que c'était en 2002, ouais, 2002, l'équipe du dimanche, bah, petit à petit, tous les joueurs français qui jouent à l'étranger, de toute façon, ils regardent. Ils regardent l'émission pour savoir ce que deviennent leurs potes et ce qui se passe à l'étranger, dans leur pays, mais dans les autres pays européens aussi. Ils sont tous fans de l'émission et j'ai cette chance-là d'avoir été je deviens une espèce de mascotte pour le foot anglais, quoi. Et les joueurs français, quand ils me croisent, ils viennent vers moi. Je sais pas, tu vois, ça c'est une vraie chance. Ils sont attirés par la. Bah tiens, c'est l'anglais, tu vois, c'est la rose de l'équipe de dimanche. Donc je jouis d'une, je ne sais pas, d'une petite aura. Ils me trouvent sympathique, ils viennent vers moi facilement et on rigole. Et puis parfois, avec Canal, quand je suis là, parce que je dois aller faire des entretiens d'après-match, par exemple, ça se passe bien pour moi parce qu'ils m'ont plutôt à la bonne, quoi. Et ils ne me voient pas comme des autres journalistes parce que tu sais, entre les joueurs et la presse, c'est pas toujours simple. Parfois, les joueurs sont super sympas avec tout le monde, d'autres sont très suspicious avec les journalistes. Mais avec moi, personne n'a jamais pensé que j'allais poser une question piège ou chercher une polémique ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai eu cette chance-là d'être voilà, renvoyé à Highbury, fait des matchs de Ligue des Champions. Et je suis là, dans ce stade où j'étais derrière le but quelques années auparavant. Maintenant, je suis dans les couloirs. Je connais ce stade à l'intérieur. Extraordinaire, les frissons quand j'y pense. Et je fais des entretiens d'après-match avec les joueurs que je vénère encore, même si je suis journaliste maintenant et je suis plus un gamin, je suis quand même fan, quoi. Et donc, je dois contrôler cette partie de moi pour rester un peu quand même dans l'idée d'être journaliste, même si, voilà, je suis pas un journaliste comme les autres peut-être, mais c'est mes premiers pas d'être supporter sans être fan, ces moments-là dans le stade quoi, de Highbury et rencontrer tous ces joueurs-là et passer du temps avec Arsène Wenger, par exemple, assez exceptionnel quand même. Arsène que tu retrouveras
quelques années plus tard en tant que consultant sur Bing. Yes. Tu l'as dit, tu as noué une amitié avec Rémi Garde à son arrivée par l'intermédiaire d'amis, etc. Et finalement, ce que tu me disais également en off mercredi, c'est que il y a quand même quelques joueurs que tu as rencontrés professionnellement, avec qui tu es devenu ami, notamment Pires. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas du genre déjà. Je suis assez facile et abordable, mais je connais d'autres dans ce métier qui ont fait en sorte que être ami avec les joueurs, c'était leur métier en fait. Peut-être parce que ça leur servait pour les papiers, les entretiens, tout ça. Je suis pas dans je suis pas dans cette idée-là. Non, on va pas être potes. On n'est pas du même monde. Et un joueur multimilliardaire, par exemple, on va jamais être potes. On n'a rien en commun en fait. Donc, je peux, quand je dis pote, je veux dire vraiment ami. Évidemment, je suis pote entre guillemets avec tout le monde parce que j'admire les footballeurs et donc je suis content de passer du temps avec eux. Mais voilà, ça va pas plus loin. Je leur envoie pas de texto en dehors du métier ou de happy birthday, mais ça s'arrête là quoi. Je fais pas genre soyons amis. Non, je suis pas dans ce trip là. Mais oui, j'ai eu la chance. Donc, dans un premier temps, Rémi, oui, effectivement, il y a une petite amitié qui s'installe parce qu'on est à Londres en même temps avec nos femmes et ça se passe bien. Et d'ailleurs, mon boss du côté de Bloomberg à cette époque-là était un vrai fan d'Arsenal. Il allait au match assez régulièrement. Et le jour d'un, je ne sais plus quel anniversaire que je fête donc à Londres, je dis à mes collègues, tu vois, et quelques amis, allez, on va boire un coup pour fêter mon anniversaire ce vendredi après le travail, genre à 17h au pub à côté. Et j'avais dit à Rémi que si jamais, parce qu'évidemment il y avait un match le lendemain, mais si jamais, tu vois, il voulait juste passer, faire un petit coucou pour un coup avec nous, mais ce serait vraiment top. Et j'avais dit, tu sais, mon pote et mon boss, pardon, mon boss, il est fan d'Arsenal. Ce serait, tu vas voir son visage si tu passes au pub, quoi. Et je ne pensais pas qu'il allait le faire. C'est quand même, comment dire en anglais, a big ask. Tu vois, lui demander de traverser la ville pour venir dans un pub à Londres. Tu vois. Mais à mon plus grand plaisir, il passe Rémi. Et donc, moi, les mecs avec qui j'étais, la moitié, ils étaient supporters d'Arsenal, quoi. Quand ils voient Rémi Garde arriver dans le pub et qu'il vient vers moi, puis tu sais, les Français, tu vois, on s'embrasse, quoi, tu vois, on fait des bises. Et, et donc, mes potes, ils étaient tous, What the fuck? Rémi Garde is in the pub! Tu vois, ah, et tu vois, on voit un coup avec Rémi Garde qui s'éclipse assez rapidement. Mais il est venu, quoi, tu vois, c'était trop, trop bien. Et après, oui, effectivement, même si je connais pas mal de joueurs comme ça, j'ai eu la chance d'être professionnellement, évidemment, il y a certains qui sont sur les chaînes où je travaille. Donc, Robert, je l'ai connu à Canal, il était au début de Beansport aussi, on a fait plein de matchs et de tournois ensemble. Et Robert fait partie de, tout le monde va te dire la même chose, des plus gentils, quoi, tu vois. Donc là, je disais tout à l'heure, j'aime pas demander quoi que ce soit. Et parfois, les gens me disent, ah, tu as des places pour ça, tu as des places pour ça. Non, j'ai jamais de place. Personne ne donne des places. Les places ne tombent pas du ciel dans les poches des journalistes. Nous, on est les derniers servis. Si on veut aller à un match, il faut demander une accréditation. Il y a 20 ans, c'était facile. Aujourd'hui, tu demandes une accréditation, ils vont te dire, pourquoi tu viens, tu vas faire quoi, tu vas écrire quelque chose, ou c'est juste, genre, tu fais le touriste. Donc, même ça, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, je ne demande jamais rien à personne, mais Robert, parce qu'on travaille ensemble pendant des années, et quand il commence à la télé, je suis l'un de ses premiers journalistes qui l'encadre un petit peu et je l'aide à être à l'aise et j'essaie de faire mon mieux pour que lui, il soit au milieu devant les caméras. Voilà, on est potes dans ce sens-là. Et donc, je sens que lui, je peux lui demander si je veux aller à Arsenal parce qu'il est toujours très respecté au club. Il est Tout le monde ambassadeur du l'adore. club encore d'ailleurs. Oui. Et donc, il a encore. Et souvent, même, je pense à l'époque où il était à la retraite, plus ou moins, mais il allait s'entraîner avec les joueurs d'Arsenal quand même, tu vois, grâce à Mm. Arsène et la relation qu'ils avaient. Il était encore là, quoi. Et à cette époque-là, je me souviens, donc quelquefois, j'avais demandé à Robert s'il pouvait me prendre deux places et j'allais les payer si nécessaire, évidemment. Mais voilà, pour un match pendant Noël ou un truc comme ça. Donc, plusieurs fois, j'ai pu aller voir Arsenal grâce à lui et parfois même avec lui. Et donc, je me souviens en particulier
parce que c'est aussi, lui, il me fait plaisir, hein, tu vois, en m'amenant au match. Et moi, je fais plaisir à quelqu'un d'autre, tu vois, en faisant mon plus one, quoi, tu vois. Et donc, mon pote Soumi, avec qui on était à l'école, donc on se connaît depuis l'âge de 11 ans, donc ça va faire presque 50 ans qu'on est potes. Soumi, il est fan d'Arsenal depuis toujours aussi. Et il y avait, il y a quelques temps, donc un match à Noël, c'était peut-être même, je ne sais pas si c'était Boxing Day ou New Year's Eve, mais bon, bref, Robert m'a 2 places, Soumi va venir avec moi, on se retrouve avec mon pote et Robert dit, ah ben, pour les billets, viens plutôt à la maison, comme ça, on va au stade ensemble. Ok, bon, j'étais déjà allé chez lui, mais pas souvent, quoi, hein, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui traîne avec les footballeurs, comme je disais. Mais là, donc, avec Soumi, on va aller boire le café chez Robert Pires. Et je dis à Robert, parce que Soumi, son gamin avait 15 ans à l'époque, grand fan d'Arsenal. Et donc, déjà, mon pote, il est hyper impressionné à l'idée d'aller chez Robert. Mais tu imagines, pour son fils de 15 ans, c'était un truc, mais c'était comme si, je ne sais pas moi, tu allais boire le thé avec la reine, quoi, tu vois. Mhm. Aller boire un café chez Robert Pires pour ce gamin de 15 ans, fan d'Arsenal. Donc, je dis à Robert, ça ne te dérange pas si, tu vois, le fils de mon pote, il arrive juste pour le café. Canada, bien sûr, Robert, il est super cool, tu vois, et Jess aussi, qui nous a accueillis, sa femme. Donc, on va à la maison, euh, et mon pote, super impressionné, mais il est plutôt cool, tu vois, il est mondain, quoi. Alors, son fils, il ne pouvait pas dire un mot, quoi. Il était tellement impressionné, il n'arrivait pas à sortir un mot de sa bouche. On boit le café, le gamin, il doit s'en aller parce qu'il n'a pas de place. Et on va au stade dans la voiture avec Robert, quoi. Et c'est tellement génial d'être avec lui parce que tout le monde l'adore, il connaît tout le monde au stade, il salue tout le monde, c'est un type tellement, tellement sympa, Robert, tu vois. Il y en a qui vont pas ouvrir les fenêtres, tu vois, ils vont rentrer dans le stade. Lui, il connaît les prénoms de tous les stadiers, il connaît le prénom du mec au parking, tu vois. Il est chaleureux avec tout le monde. Donc, c'est un vrai plaisir d'aller au match avec lui. Puis, tu es dans une position tellement de chance que tu te balades n'importe où. Personne ne demande à Robert s'il a la bonne accréditation ou il a le bon ticket pour aller ici ou là-bas. Et donc, on se balade avec lui. Et une fois sur deux, on va croiser Thierry Henry dans un autre loge. Et on va croiser d'autres anciens joueurs avec qui on boit le café avant le match et on raconte des histoires. Enfin, moi, surtout, je raconte rien, j'écoute, quoi. Je profite. Et avec mon pote, ouais, je me souviens de ce match avec Robert et mon pote Soumi. Et puis après, d'ailleurs, Robert, on n'est pas parti avec lui. On est allé boire un coup avec Arsène dans son bureau après le match. Parce que oui, mais ça, c'était un match du 1er janvier. Je me souviens de ce match du 1er janvier quand Giroud a marqué le but Le fameux Scorpion, but. extraordinaire contre Crystal Palace. Et c'était devant le but où on était vraiment près de ce but-là en plus. On était dans le loge, grâce à Robert encore une fois, on était dans le loge de Mesut Özil. Il faisait un froid de canard et à la mi-temps, parce que j'en pouvais plus, je caillais, quoi. J'ouvre le placard dans le loge de Özil et il avait son truc de survêtement, quoi. Donc j'ai mis le survêtement de Özil pour repartir, Magnifique. regarder la seconde période et voir ce but. Et après le match, on a pu aller avec mon pote dans le bureau d'Arsène et boire un verre ou deux de vin avec lui. Et on a plus ou moins fermé le stade parce que voilà, c'était le 1er janvier, il n'y avait plus personne. Arsène traînait un petit peu. Nous, on a traîné et tout d'un coup, il n'y avait plus personne, il n'y avait que nous. Et donc, on a fermé le stade avec Arsène. Est-ce que tu as réussi à créer ce même genre de relation parce que tu restes anglais, peut-être le plus français des Anglais, mais tu restes anglais. Est-ce que durant les années où tu as couvert Arsenal, est-ce que tu as réussi à créer les mêmes liens avec des joueurs justement anglais? Non, non, pas Non? du tout. Non, les joueurs anglais, sauf les 2 ou 3 qui sont venus jouer en France. Joey Barton, par exemple. Joey Barton, quand il Ouais, était à Marseille, à je Marseille, ouais. suis allé à Marseille l'interviewer euh, à l'époque. Et lui, donc, me voyait à la télé. Oui. Donc, il était fasciné. Il me dit, comment c'est possible qu'un Anglais présente les émissions de foot à la télé en France, en français. Donc, il Mhm. était mystifié et aussi impressionné par le fait que je pouvais faire ça. Donc, lui, il m'avait à la bonne. Donc, depuis, même si je le trouve aujourd'hui sur les réseaux, il commence à être très bizarre avec ses. Il prend des points de vue. Enfin, bref, ça ne me plaît pas du tout. Mhm. Mais pendant quelques années, Joey, si j'avais besoin de quelque chose,
il était là, quoi, tu vois, un entretien, un truc, un machin, parce qu'il m'avait à la bonne, parce qu'il m'avait eu à la télé. Donc, il avait, je ne sais pas, de l'estime pour moi parce qu'il m'avait vu. Mais les autres joueurs anglais, non, ils m'ont jamais vu à la télé. Donc, parfois, ils voient que je suis, tu vois, peut-être qu'après un match, je traîne parce que je dois interviewer Thierry Henry ou Arsène Wenger. Donc, tu es dans les coulisses et ils voient bien que les joueurs français, ils m'ont à la bonne. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi me faire confiance parce qu'ils sont très méfiants, les joueurs. Mhm. Donc, ça aide à faire baisser les barrières, mais c'est pas pour autant qu'ils vont tu vois, être proches ou on va devenir potes. Donc, les joueurs anglais m'ont regardé, genre, quoi, c'est un anglais qui parle français? Bon, ok. Mais non, j'ai jamais eu de potes anglais dans le foot. Tous mes amis, entre guillemets, ouais, ce sont des Français. Et surtout, c'est ceux avec qui j'ai bossé depuis. Donc, consultant, on a eu des super consultants à Canal comme Vicente Lizarazu quand il a commencé, c'était avec l'équipe de dimanche. Même si à l'époque, il n'était pas très sérieux parce qu'il venait parfois le dimanche soir, il arrivait à 21h, il n'avait pas vu un match du week-end. Et tellement il est brillant, c'est que je le briefais, je disais, ah oui, Manchester United a gagné 3-2, il y a eu ça, 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 et tout le monde parle de ça. Et puis 5 minutes plus tard à l'antenne, oui, Hervé, il me semble qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé là dans cette rencontre. Il était génial parce qu'il est brillant, tout comme Marcel. Marcel, parfois, peut être un escroc aussi, mais il est tellement brillant qu'il s'en sort euh, de façon fabuleuse. Donc, Marcel, par exemple, j'ai écrit avec lui, j'ai fait pas mal de choses avec lui. Parce qu'il me fait confiance et parce qu'il me connaît depuis très très longtemps. Le premier match de Marcel Desailly à la télé, c'est avec Canal+, un match avec des champions, et c'est avec moi et Grégoire Margoton. Donc il a ce souvenir-là aussi, et il était formidable. Moi, je me souviens de lui dans le taxi, justement, on va au stade, on s'est retrouvé à l'hôtel, on va au stade, et Marcel, parce que tu vois, Marcel, pendant un moment, les Français étaient assez méfiants de lui, jouait à Milan, jouait à Chelsea, Chelsea. il avait une façon de se comporter, de balader, de se tenir. Tout le monde n'était pas fan, quoi. Les Français étaient un peu méfiants parfois. Marcel avait cette image du mec qui avait déjà 3 portables il y a 20 ans. Euh, mais moi, j'ai vu un type délicieux, quoi. Il monte dans le taxi avec nous. Il a fait son premier match à la télé. Et la première chose qu'il nous dit, c'est, bon, messieurs, Grégoire, Darren, sachez que je suis là, je suis à votre service. Je ne connais rien de ce métier que je découvre ce soir. Je vous suis, je vous écoute. Aidez-moi à être bon et moi je ferai tout ce qu'il faut pour bien vous accompagner. Et je trouve ça tellement, je ne sais pas si c'est humble le mot, mais tu vois, ça en dit long sur quelqu'un, quoi. Mhm. Ils ne montent pas dans la voiture en disant, ouais, c'est bon, moi je suis Marcel Desailly, quoi, tu vois. Champion du monde, champion Évidemment, je d'Europe. vais maîtriser ce truc-là. Non, tu vois, il était à l'écoute, tu vois, les yeux grands ouverts comme ça. Comment ça va se passer? Où est-ce que vous voulez que je me mette? Je parle quand? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et vraiment super intelligent, quoi. Et donc, ça a fait qu'on se connaît depuis de très, très longues années maintenant. Avec Marcel, on a fait plein de matchs ensemble en Angleterre, dans les stades et sur les plateaux de Beansport, des Coupes du Monde, des Euros et tout ça. Donc, oui, ça crée des liens, comme j'ai pu en avoir avec quelques autres grands joueurs français qui sont aujourd'hui à la télé. Mais Marcel aussi, oui, effectivement, comme Robert, Marcel fait partie des joueurs et des consultants qui ont un petit plus côté humain, quoi. Des vrais Marcel, gentils, par quoi. exemple, Mhm. Marcel va m'envoyer un mot de temps en temps, mais à propos de rien, juste de genre, ah, je pensais à toi, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va, on se voit quand? Tu vois? Mhm. Souvent, sans les nommer, d'autres vont t'envoyer un message comme ça, mais c'est pour savoir s'ils vont faire ce match-là, s'ils vont faire cette émission. Est-ce que tu peux faire en sorte que je sois là pour ça? Marcel, non, c'est jamais intéressé. C'est toujours genre, bon, ça va toi? Je t'ai pas vu depuis quelques semaines. Tu vois. Super sympa. Non, mais tu vois, ça l'aide à rien comme ça. Mais c'est Marcel Desailly quand même, tu vois. Donc, Ouais, quand même, ça c'est fait vrai. plaisir. Ça fait très plaisir pour moi, journaliste, et moi, homme, que ces joueurs, ces anciens joueurs, quelques entraîneurs, puissent me faire confiance et trouver que, voilà, je suis, tu vois, qui prennent plaisir à travailler avec moi aujourd'hui ou à avoir pris plaisir à me regarder à l'époque. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une petite fierté quand même, tu vois, parce que ça traduit quelque chose, tu vois. Je ne peux pas être si mauvais à ce que je fais si ces gens-là m'apprécient, quoi. Et Arsène, effectivement, c'est le cherry on the cake parce que j'ai pu
d'abord passer du temps au micro avec lui après le match de Ligue des Champions. Donc, il me connaissait, il regardait l'émission aussi. Puis plus tard, effectivement, à Bein, il est consultant Bein Sport et pendant des années, j'ai rendez-vous avec lui presque tous les mois à un hôtel en centre-ville à Paris où il vient s'installer et moi, je dois aller faire un entretien. Je dois aller. J'ai le plaisir d'aller faire un entretien avec lui d'une heure minimum. Donc, ça crée aussi une proximité et ça fait aussi qu'il y a des petits moments délicieux parce que une fois qu'on est établi dans cette routine, Arsène est assez, ça peut être surprenant pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir derrière la vitrine médiatique. Arsène, c'est un bout en train. Arsène, par exemple, quand il est consultant chez nous en 2016 et on couvre l'Euro et on a une émission en public avec un plateau avec plein de vedettes, comment il s'appelle? Il y a Vieri, il y a Ruud Gullit, il y a des superstars internationaux qui sont venus être nos consultants pendant cet Euro 2016 en France, des superstars, tu vois, du ballon et tout. Et Arsène est là et tout le monde est autour d'Arsène et c'est lui qui raconte les histoires et les blagues. Hein. Tu peux penser que ça va être Omar, Da Ouais, Fonseca, ouais. Luis, ça va être pourquoi pas, oui, Vieri qui a une forte personnalité. Mais ils étaient tous à l'écoute avec Arsène et c'est Arsène qui racontait les histoires, quoi. Des longues histoires avec des punchlines, des bons punchlines, des gags. Donc, Manu Petit nous l'avait déjà dit impressionnant, Arsène. qu'Arsène Wenger, c'était quelqu'un qui savait être drôle Ouais, quand il était à l'aise, en fait. Et que ouais, c'est c'était ça. pas du tout Voilà. l'image qu'il donnait. Quand il est en confiance. C'est ça, exactement, ouais. Donc, nous, on avait des petits moments formidables parce que, donc, il me disait, mais viens à l'hôtel, on prend le petit déjeuner ensemble et puis après, on descend, on fait l'entretien dans une salle. Donc, je suis là, je bois le café avec lui, on mange quelque chose. Souvent, il avait quelqu'un d'autre aussi, un invité ou quelqu'un dans son agent qui était là. Et, et parce que là, on est entre nous, on parle vrai, quoi. Donc, il va me dire, oh, punaise, j'ai eu Alexis Sanchez au téléphone parce que sur le dernier jour de Mercato, par exemple, il était avec, je ne sais pas, avec sa sélection, il pensait partir, Arsenal allait le vendre parce qu'ils allaient prendre machin à la place et puis finalement, bah, il ne pouvait pas avoir machin et donc l'autre, il a dû rester, il a eu au téléphone, il était dans le vestiaire avant de sortir sur le plus, tu vois, des trucs de joie et d'histoires de transfert comme ça incroyables. Et donc, j'ai le privilège d'avoir tous les petits aboutissements et des histoires comme ça. Et puis, on descend en salle et je pose la question maintenant de façon professionnelle. Donc, je dis, alors, Elan, t'es où question de ce transfert de Sanchez qui finalement s'est pas fait. Et il va me dire, devant les caméras, Complètement l'inverse. oh non, mais il n'a jamais été question. Tu vois, il va dire l'inverse et tout ça parce que tu vois, c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Et donc, lui, il sait qu'il vient de me dire le contraire. Moi, je sais très bien qu'il vient de me dire le contraire, mais devant la caméra, on tient tu vois, et tous les deux, on se regarde comme ça et nos yeux nous trahissent. Rigole, ouais. On rit avec Mm. les yeux, mais visage fermé sinon, et il raconte ce qu'il a envie de raconter pour Ce les qui, caméras. Donc, ce qui en soi est une vraie preuve de confiance avec le recul, quoi. oui, il sait que je ne vais pas dire le contraire, quoi. Ouais. Euh, Darren, on se rapproche forcément tout doucement de la fin. Je voudrais Oui, qu'on parce que parle tu vas avoir 60 ans Ouais. cette année, effectivement. Ah, Je voudrais ah, qu'on il est parle dur. d'Arsenal d'aujourd'hui et d'avoir un petit peu ton regard sur les 5 années qu'Arteta vient de passer, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aimerait faire, et avoir ton ressenti. Est-ce que tu penses que il a aujourd'hui un plafond de verre au-dessus de lui, c'est-à-dire que il est au maximum? Est-ce que tu penses que cette équipe-là est capable d'aller encore plus loin? Est-ce que tu crois, par exemple, cette saison, qu'on est capable d'aller encore jouer le titre avec Liverpool et d'aller loin en Ligue des Champions, sachant que, on peut le dire, on est vendredi matin, on s'est fait éliminer de la Carabao Cup il y a 2 jours de ça dans un non-match à Newcastle, d'ailleurs non-match qu'on a débriefé bien entendu dans ce podcast-là. C'est quoi ton regard par rapport à ça, sachant que tu as Ouais, commenté le match aller Arsenal-Newcastle? On a eu ouais, le ouais, plaisir de ouais. t'entendre. Merci. Oui, de temps en temps, je me mets en cabine pour commenter quelques matchs anglais quand je peux, s'il y a besoin aussi, ou si on est. Parce qu'il y a des commentateurs et des co-commentateurs beaucoup plus forts que moi pour cet exercice-là. Je ne suis pas un commentateur, mais de temps en temps, j'essaie quand même, et si c'est un match anglais, peut-être que parfois je peux apporter quelque chose.
je me dis, je me permets. Mais les Gunners, comment dire, en ce moment, Arteta, c'est vrai que la règne d'Arteta, le mot peut-être c'est l'intensité, quoi. C'est intense, il est intense, les matchs sont intenses. Je prends du plaisir quand tout va bien, comme contre Manchester City évidemment, et les derniers demi-heures, que les Baby Gunners marquent, qu'on marche sur les hommes de Guardiola, ça c'est génial. Donc forcément, je suis en train de danser dans le salon. Mais il y a beaucoup de matchs quand même où ça ressemble à un match de ronde, ça va d'un côté de l'autre, Mhm. on cherche une ouverture, on ne trouve pas, on n'est pas assez incisif devant, ou Gabriel Jesus est blessé presque tout le temps, Havertz a du mal à nous convaincre aussi. Est-ce qu'un jour il va mettre 20 buts dans une saison? Je ne suis pas convaincu. Et effectivement, quand on se retrouve à jouer contre Newcastle et on voit comment il est dangereux, Isaac, et comment il pose des problèmes à notre charnière qui a la réputation quand même d'être peut-être la meilleure charnière avec celle de Liverpool dans le championnat en ce moment. Et Isaac, quand on joue contre Isaac, et ben, tout d'un coup, Saliba et Gabriel, ils ont l'air d'être tout petits et pas très forts finalement, et pas très physiques, et pas très vite, parce qu'il est, Isaac, en ce moment, il est sur un nuage, mais c'est inquiétant, effectivement. Et on se demande, comme tout le monde, eh ben, si on avait Isaac dans notre équipe, qu'est-ce que ça ferait comme différence? Oui, je suis convaincu que ça ferait une énorme différence, Mhm. effectivement. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui chez nous sur qui tu vas mettre un billet pour qu'il marque 20 buts dans une saison. OK, si tu suis l'école de Luis Enrique, c'est pas grave tant qu'il y a 4-5 joueurs qui mettent 10. Oui, mais il n'y a pas ça non plus à Arsenal en ce moment. Justement, on parlait de Robert Pires. À l'époque où Thierry Henry marquait un tas de buts toutes les saisons, n'oublions pas qu'il y avait aussi Robert Pires et Freddy Ljungberg qui tous les deux mettaient minimum 10 buts par saison Mhm. aussi. Ça faisait la différence parce que les buts venaient d'ailleurs. Donc, nous, pour l'instant, oui, évidemment, Saka, génial, et marque des buts. Mais les autres ne marquent pas assez. Et on tire rarement de 20 mètres, alors qu'il y a Partey et Rice qui ont enfin, ils tirent bien. Mais il manque un petit peu. Parfois, je suis pas convaincu aussi qu'ils sont assez libérés parce que je pense que c'est tellement un système à respecter, tellement je dois être ici à ce moment-là parce que le ballon est ici et blablabla. Et les systèmes de jeu sont tellement organisés et stricts que parfois ça a enlevé un petit peu de sa nature de certains joueurs qui n'osent pas faire certaines choses, quoi. Et c'est ça qui me manque un petit peu, il me semble, hein, du côté d'Arsenal en ce moment. Peut-être un petit coup de folie de temps en temps que les joueurs osent peut-être ouais, frapper, pourquoi pas, de 25 mètres. Mais aussi parce que tactiquement, c'est intéressant parce que ça fait que si tu tires jamais de 25 mètres, eh ben, les défenseurs, ils peuvent rester deux lignes de Mhm. 5 devant toi. Si de temps en temps, vous allez prendre votre chance, ben, il faut que quelqu'un sorte vers Ils toi vont sortir plus pour facilement. ouvrir, voilà, une possibilité de passe. Mais qui suis-je Arteta, il sait ce qu'il fait. Il réussit quand même formidablement, mais est-ce qu'être deuxième, encore une fois, va nous satisfaire cette saison? Ça va être compliqué parce que Liverpool, tu vois, la saison où City n'est plus ce que ça C'est a été, Liverpool qui vient nous casser les bonbons. Ouais. il y a Liverpool qui est devant. Donc, c'est frustrant. Est-ce que l'Arsenal est capable de rattraper les Reds? Là, on est le 7 février. C'est ça. Bon, il y a encore beaucoup de matchs, effectivement. On doit encore les jouer aussi. Ils ont un match en moins, mais c'est contre Everton. Il y a quelques Mhm. semaines, ça a été plus facile. Maintenant, David Moyes est de retour. Everton gagne de nouveau. Bon, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Ils peuvent perdre contre Everton. Ils restent à 6 points. On les bat. Ça fait que 3 mois, 3 points et c'est un match, quoi. Donc, oui, je pense que c'est possible qu'Arsenal soit champion cette saison. Mais aujourd'hui, Liverpool est tellement impressionnant. Nous, on est en train de se parler le lendemain de la victoire 4-0 contre Tottenham. Au moins, Tottenham a perdu cette semaine. Euh, mais il faut nous redonner le sourire après mercredi soir. Mais
Liverpool est tellement impressionnant en ce moment et ils ont un banc aussi qui m'impressionne et ils ont des buteurs un peu partout quoi parce Ouais. qu'on a vu Gakpo qui est marqué de nouveau hier. Salah évidemment est dans une saison éblouissante mais Ah, ils ont Nunes, le buteur et les autres buteurs à côté, quoi. ouais, il y a Luis Diaz qui est entré à la fin, il y a Nunez, il y a Jota. La menace vient de plusieurs joueurs. Ouais. Et nous, bon, j'espère que Nwaneri va continuer comme ça, à entrer et faire des différences. Lui, il ose, quoi, il a envie. Euh, mais je trouve qu'on est un peu timide devant et c'est ça qui m'inquiète pour l'instant. Et c'est ce qui nous manque aussi, quoi, ouais. Ouais, qu'on ne marque pas assez de buts. Mais qui sait? Tu vois, là, il se peut que dans un mois, on a rejoint Liverpool en tête du classement et Et le discours sera on a montré complètement différent, contre ouais. City que quand on est vraiment bien et avec un tout petit peu de réussite de temps en temps, parce qu'on a besoin de ça, eh ben, on peut quand même écraser Manchester City. Donc, il faut qu'on se laisse rêver aussi, quoi. Il faut pas tu vois, qu'on se dise c'est pas possible. Il faut se dire si, c'est possible. Peut-être qu'on va être champion d'Angleterre cette saison. Alors rêvons jusqu'au bout et on verra où cette saison nous emmène. Pour conclure, Darren, j'aimerais te poser une ou deux questions sur Arsenal, mais le Arsenal de tous les temps. Et après, je le disais tout à l'heure, tu es l'anglais le plus français que je pense nous pouvons connaître. Et c'est de voir un petit peu ton lien avec l'Angleterre et la France sur quelques questions quiz comme ça. Déjà, par rapport à Arsenal, quel est ton pire souvenir en tant que fan d'Arsenal? Pas forcément le moment vécu, mais un, un match. Si maintenant on devait te parler d'Arsenal et de ton pire souvenir, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit comme ça? Ah, rien que me vient à l'esprit. Moi, je suis quelqu'un qui chasse les mauvais souvenirs. Je ne les garde pas, en fait. Donc, ils sont tellement loin que rien ne me vient à l'esprit. Les bons matchs me reviennent à l'esprit très facilement. OK, non, j'en ai une là qui vient. C'est lorsqu'on perd la finale de la Coupe contre Liverpool, le Liverpool de Gérard Houllier, 2001. Mhm. On domine la finale on va gagner la Coupe. Et puis, comment il s'appelle? Michael Owen marque 2 buts en 5 minutes, quelque chose comme ça. Et il nous vole la FA Cup, quoi. Parce que je l'ai vécu comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Ils ont été inexistants dans cette finale. On est largement au-dessus. Et puis, on perd. Donc, la finale de la Cup pour un Anglais, c'est toujours un moment spécial. Eh ben tu es le premier. On avait fait plusieurs épisodes justement où on reparlait des souvenirs et tu es le premier à citer ce match-là. Souvent, très honnêtement, la finale 2006 de Ligue des Champions revient Ouais, je comprends. Ouais, contre Barcelone parce que le ouais, terrible. scénario, parce que tout Ouais. ça. Mais ok, très bien. Quel est ton meilleur souvenir en tant que supporter d'Arsenal? Mais j'en ai plein. Eh, Mais mais il faut choisir. Ok, mais je vais aller sur un des premiers souvenirs marquants alors, parce que c'est quand on est ado que les choses nous marquent vraiment et qui restent, quoi. Et donc la finale de la Coupe, encore une fois, pour les plus jeunes, vous n'allez pas savoir de quoi je parle, mais la finale de la Coupe 79, 79, le 3-2. 1979, Arsenal bat Manchester United 3-2. Je suis à la maison. Et donc, chez nous, je vous avais dit déjà au début que je suis dans une petite maison brique-rouge. Nous, on n'invitait jamais les gens parce que c'était trop petit. On était 4 enfants déjà. Donc, il n'y avait pas la place. Déjà, nous, quand on était tous dans le salon, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Mais là, je ne sais pas, j'ai le droit d'avoir mon pote à la maison pour la finale de la Coupe. Donc, ça doit être un samedi après-midi. Et Mike, mon pote Mike, est supporter de Manchester United. La finale n'est pas très flamboyant, mais on mène 2-0 jusqu'à presque la fin. Brian Talbot, Frank Stapleton, 2-0 pour Arsenal. Et puis Manchester United, parce que les Anglais, parfois, quand ils parlent de cette finale maintenant, ils appellent ça the 5-minute final. Parce que tout se passe en 5 minutes. À United, partir de la 80e, ouais. ouais, United va revenir. Gordon McQueen, Sammy McElroy, il y a deux partout. De nulle part, il y a deux partout. Et presque dans la foulée du deuxième but, alors mon pote, il est aux anges, il est en train de sauter partout. On va gagner. Et presque dans la foulée, Liam Brady to Graham Ricks, côté gauche, centre, Alan Sunderland surgit, marque le but de la victoire. Moi, je suis debout comme ça, les bras levés, et je regarde vers mon pote, et
il est en pleurs. Mike, il est en pleurs parce que c'est trop pour lui, quoi. L'émotion d'être revenu à 2-2 et puis presque dans la foulée de voir le but de la victoire, forcément, parce qu'ils vont pas revenir de ça. Il était en larmes et moi, j'étais en train de sauter partout. Donc, je me souviens encore de ce moment. Tu vois, les contrastes énormes entre deux supporters, quoi. C'était terrible pour lui et fabuleux pour moi. Donc, cette finale-là reste engravée. Et aussi parce que dans cette équipe-là, il y a Liam Brady qui était mon joueur préféré. Et si je dois encore aujourd'hui parler des grands d'Arsenal, bien sûr, il y a dans les années 30, apparemment, des super. Mais bon, même moi, je n'étais pas encore là. Donc pour moi, Liam Brady fait partie du quota des joueurs les plus merveilleux qu'a eu Arsenal. Et lui, c'était le patron de ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, il a une super carrière de consultant en télé en Irlande aussi, très écouté, très apprécié. Donc, Liam Brady, c'était la classe, quoi. Le meilleur joueur de tous les temps d'Arsenal. Ben, Liam Brady est dans le top 3, hein, c'est sûr. Mais c'est difficile de ne pas dire Thierry Henry Mm. parce qu'il a incarné cette époque de succès avec Arsène Wenger. Sans lui, peut-être qu'on n'aurait pas connu tous ces joueurs-là parce qu'il a fallu quand même un buteur et un leader. Et c'était lui, quoi. Évidemment, il n'a pas fait ça tout seul et j'ai beaucoup d'affection pour les Vieira, Pires et d'autres joueurs français d'ailleurs. Ils sont nombreux, évidemment, qui ont participé à cette époque-là. Mon ami Rémi Garde parmi eux, même si lui, il rigolerait si je le cite parmi les joueurs importants des Gunners parce qu'il est très modeste. Mais j'ai pu vivre ça aussi de très près, donc forcément, ça compte. Donc, il est tout là, quoi. Même si j'ai beaucoup aimé Ian Wright, Mhm. parce que bah, c'est lui il a battu Ian Wright dans la liste des meilleurs buteurs. Et Ian Wright était un joueur très important, mais Ian Wright, c'était à l'époque où Arsenal ne gagnait pas aussi souvent que ça, donc difficile de le mettre dans les top 3 des meilleurs joueurs. Mais je pense que si je dois céder, si je dois penser que Liam Brady n'était pas le meilleur, même si j'ai une énorme estime pour lui, ça doit être Thierry Henry qui était Henry. capable tellement de choses, en plus d'être un buteur, quoi. Il Ouais. donnait confiance à tout ça autour de lui. Donc, ouais, les Vieira et les Petits et les Pires et les Wiltord et tous les autres joueurs français ont contribué largement. Mais Thierry Henry était au-dessus, quoi. Le meilleur anglais d'Arsenal de tous les temps. Oh mince, parce que là, on était français, irlandais, Eh oui. anglais maintenant. Bah, Ian Wright, donc, m'a marqué parce que j'ai adoré sa façon de jouer, sa personnalité aussi. Et aujourd'hui encore, euh, quand on le voit dans les médias, et je le trouve génial. Euh, Sinon, il y avait dans ma jeunesse, il y avait Charlie George, qui était un joueur de génie des années 70, longs cheveux. Il a marqué le but de la victoire dans je ne sais plus quelle année, finale de la Coupe. Charlie George était un joueur de cette époque-là, quoi, tu vois, qui fumait des clubs, qui sortait au pub, qui n'a pas eu une carrière aussi longue que les joueurs d'aujourd'hui à cause de tout ça. Mais on avait beaucoup d'affection pour lui, tout comme pour Malcolm McDonald, qui était le genre d'attaquant qui n'existe plus aujourd'hui. Supermac, on l'appelait, je me souviens, il avait marqué une fois 5 buts pour l'Angleterre dans un match. Et Malcolm McDonald est arrivé de Newcastle à Arsenal. Et c'était un type qui était construit comme un taureau, quoi, et qui marquait but sur but. Il était très, très fort contre les faibles. Le genre de mec, contre un petit, il allait mettre un triplé, mais parce que boum, boum, avec ses coudes, et puis bim, de la tête, et il marquait. Et je me souviens de lui, parce que c'était une autre époque, c'était une superstar du football anglais dans les années 70, et pourtant, et même s'il était bien payé par rapport aux autres, peut-être à cette époque-là, ça n'a pas empêché, à la fin de sa carrière, d'ouvrir un pub et être derrière le bar. Et il m'a servi une pinte, tu vois, parce Mhm. qu'il avait ouvert un pub pas très loin d'où j'habitais, à côté de Brighton. Et Malcolm McDonald, tu imagines aujourd'hui, tu vas dans un pub et c'est Ian Wright qui te sert, quoi, parce que c'est son pub à lui. Ça n'existe plus et Non. tant mieux pour les joueurs. Mais Malcolm McDonald, peut-être qu'il avait pas su investir son argent correctement, mais
Tu vois, 4 ans après sa carrière, 5 ans Et après, c'était pas les mêmes montants il non est au plus. top, quoi. Et, Tu vois, et ouais. tu vas au pub et tu dis, ah, Super Mac, je prends une pinte de machin, et c'est lui qui te sert, quoi. Waouh! J'aimais bien Malcolm McDonald. Il y avait Parfait. beaucoup de bons anglais, évidemment, à l'époque, mais On Charlie voit que tu es George. très sur l'offensive, parce qu'on a eu Tony Adams, Keown, Campbell. Il y a eu pas mal d'anglais défenseurs également. Oui, Mais oui, bien on voit que tu sûr. es très porté sur l'offensive. C'est plutôt agréable. Ah, Euh, tu ne payes pas ta place pour aller voir oui, Tony ben, Adams. je m'en doute. C'est un gros Débouché. tacle, même si j'ai adoré Tony Adams. Tu veux voir un ailier qui dribble et un type qui Et marque qui des buts marque et qui fait spectaculaires. vibrer le stade. Darren, en tant que guide franco-anglais, je vais te demander le plus beau stade en Angleterre pour toi, c'est quoi? Allons peut-être pour Craven Cottage. Craven Cottage. Ok. Ouais, si vous n'êtes pas allé voir un match à Craven Cottage, essayez. C'est peut-être encore jouable pour certains matchs de Fulham parce que c'est pas le club qui va systématiquement remplir son petit stade. Pourquoi je l'aime? Parce qu'ils ont des tribunes qui sont classées historiques, Très ancien, ouais. donc ils ne peuvent pas changer certains trucs, donc la tribune doit rester pareille. Et tu as certains endroits dans le stade, tu as vu sur la Tamise qui est juste Mhm. derrière. Donc, si jamais le jeu est arrêté, tu peux juste regarder les bateaux passer ou des gens en train de faire des rameurs. Et il y a la course Oxford-Cambridge qui passe derrière le stade. Enfin, c'est quand même un lieu un petit peu magique, évidemment à l'ancien. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir joué sur cette pelouse pour un événement il y a quelques années pour lequel j'ai fait venir Robert Pires d'ailleurs, qui est venu jouer avec nous. Et j'ai marqué le plus beau but de ma vie sur cette pelouse de Craven Cottage. T'imagines? Il y a pas de public, hein, juste fermé pour le sponsor du maillot avait le droit d'avoir le stade un jour en fin de saison pour le personnel. Et donc, ils ont organisé un match de foot avec un pote à moi qui a organisé une équipe. On est venu de Paris à plusieurs et j'ai demandé donc à Robert de nous rejoindre et on a fait un match sur cette pelouse-là et j'ai marqué un but fabuleux et j'ai tellement de la chance parce que Robert était là quoi. Et depuis, je peux lui parce il trouve ça trop drôle d'en parler devant les gens. Donc souvent j'en ai parlé devant je sais pas qui pour dire mais Robert toi tu étais là quand j'ai marqué ce but à Craven Cottage et il va raconter à tout le monde le Et le but. confirme d'ailleurs dans ton podcast Les matchs de ma vie avec justement avec Robert Pires où tu en parles de ce but-là et effectivement il confirme, il confirme. Ton plus beau stade en France? Ah, le plus beau stade en France. Bonne question. Qu'est-ce que j'aime tu sais que j'adore le Parc des Princes. Parc des Princes? Je trouve que c'est un stade vraiment magnifique. On est proche de la pelouse. J'y étais quand je suis venu en France, donc dans ces années avec mon pote Nick, et on découvre qu'il n'y a pas autant de clubs dans la capitale qu'à Londres. Et on est un peu déçus. Mais on arrive quand même à aller voir des matchs de temps en temps au parc, comme ça parce qu'on aime le foot. Et j'ai eu la chance d'être au parc le soir en 93 où le Paris Saint-Germain va battre le Real Madrid 4-1 avec le but de Comboiré. On était Comparé. derrière ce but-là d'ailleurs où Paris marque 3 buts en fin de rencontre. Ça reste un souvenir impérissable, extraordinaire comme match et comme ambiance. Même si c'était du côté de Boulogne, il n'y avait pas que des gens sympas, je dois dire. Euh, mais ce soir-là, c'était top. Et ce stade, quand tout va bien, c'est un stade fabuleux, pas seulement pour le foot. J'ai vu des matchs de rugby là aussi. J'ai vu l'Angleterre jouer contre la France au Parc des Princes dans les années 90. Et j'ai vu récemment, j'étais là à PSG Manchester City. Formidable, c'était exceptionnel ce soir-là. C'est toujours top de voir Manchester City perdre comme ça. Et donc je pense que le parc probablement serait mon stade préféré. Je ne connais pas tous les stades en France, malheureusement. Je suis allé dans quelques-uns que j'aime bien, évidemment. Je suis un peu, c'est de mon âge, pardon, j'ai failli tomber dans ma Il a chaise. failli tomber. Euh, Non, non, je voudrais pas te blesser. N'oublie pas que tu vas avoir 60 ans et que la rééducation n'est plus aussi rapide. J'aime bien les petits stades à l'ancien, évidemment. J'aime beaucoup le stade de Lens, il est Hmm. formidable. Félix Bollard, ouais. Mes amis à Lens, et j'apprécie vraiment à chaque fois que je vais à un match là-bas. Mais j'aime aussi le stade de Brest. Quand à un moment donné à Bienne, j'ai couvert les matchs de Ligue 1 et
j'ai pu être tu vois, vraiment bien reçu dans les petits stades comme ça où les gens, souvent les bénévoles, sont, ils étaient toujours très contents de me voir et Mhm. m'accueillir avec les bras ouverts et m'envoyer dans les petits endroits où, tu vois, je me souviens à Brest justement, à 5 minutes du coup d'envoi, tu vois, je lance la pub, tu vois, je viens de faire l'avant-match, je lance la pub, c'est pas moi qui reprends, c'est des commentateurs, et les petits vieux qui étaient au stade là autour de moi, ils disent, oh, non, viens vite boire un petit coup de blanc avant le coup d'envoi. Il y avait un petit, tu vois, il fallait ouvrir une petite porte cachée, et hop, il y a un petit bar, tu vois, juste pour eux, et on boit un petit coup vite fait comme ça, et puis on va voir le match, ça c'était à Brest, c'était génial. Donc à Auxerre aussi, j'aime bien les stades, tu vois, le stade d'Auxerre, il est sympa. Donc, non, il y en a plein. Hein. Donc tu restes plus dans la tradition, ouais. J'espère que je vais encore en découvrir d'autres. J'étais à Bourgoin pour le match de Coupe de France. Voilà, c'est un bon drôle de pelouse parce qu'ils jouent au rugby aussi. Mais voir Bourgoin éliminer l'OL, tu vois, être là pour ça, ça c'est le genre de choses que même, tu vois, vieux comme je suis aujourd'hui, je suis tout excité, je prends du plaisir, de l'adrénaline, d'être sur place Magnifique. et bosser sur des événements comme ça, quoi. Ok, ton endroit préféré, ton lieu préféré à Londres? Pardon? Ton lieu préféré à Londres? Bah, avant, j'aurais dit dans le couloir de Highbury, mais le stade n'est plus là. Donc aujourd'hui, un lieu préféré, je vais dire mon restaurant indien préféré quand je me retrouve devant les plats que j'adore dans ce restaurant indien avec mes potes derrière la gare de St. Pancras. C'est peut-être là my happy place. Ok, et ton happy place à Paris, tu vas me dire le Los Gueros? Non, à Paris. Je te cite ce restaurant-là. Moi, je ne le connais pas, mais on a un des bénévoles de l'assaut qui, ce matin, me disait qu'il t'a souvent vu là-bas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais te lancer sur ce restaurant-là. Pardon, j'ai pas capté. Pardon, je disais, il y a un des bénévoles de l'assaut qui me disait ce Quel est matin, resto? de l'assaut Arsenal French Club. Non, mais quel est Euh, resto? ah, le Los Gueros, apparemment un restaurant mexicain ou Ah indien à oui, oui, Paris, oui, ouais. oui, oui, j'aime bien. Ma femme adore le mexicain. Voilà. Aujourd'hui, à Paris, oh là, il y a tellement d'endroits. Bah, un endroit où tu te, où des paysans pour toi, qui te ramènent du calme, où tu aimes flâner, ou Les jardins de Luxembourg, j'aime bien flâner par là. Regarder les gens jouer aux échecs, regarder les gens jouer au tennis, à pétanque. Ça, j'aime bien. Et puis, souvent, une expo de photos à l'extérieur du parc aujourd'hui. Donc, ça, c'est sympa. Il y a plein de restaurants qui ont des souvenirs pour moi aussi, même si ça fait pas très français. La Coupole, une brasserie qui est apparue depuis un siècle à Montparnasse parce que c'est le lieu où j'ai rencontré ma femme, où j'ai proposé quelques années plus tard le mariage à ma femme. Donc, on y va tous les ans pour fêter ça. Donc, ça, c'est un endroit aussi un peu spécial pour moi. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où j'aime aller manger, boire des coups. Et je suis en France depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, hmm, tu peux imaginer que j'ai pas mal j'imagine bien. d'endroits qui me font plaisir. Darren, il est temps pour moi de, malheureusement, parce que je pourrais t'écouter et te parler pendant des heures et des heures, il est temps pour moi de te remercier d'avoir accepté cette invitation pour un petit média comme le nôtre. J'ai vraiment apprécié cet échange-là et j'espère que nos auditeurs l'apprécieront également au même titre que moi, te remercier pour ta simplicité, ta gentillesse, et puis pour nous avoir fait partager plein de choses et de partager une passion commune qui est celle d'Arsenal. Les auditeurs, je vous invite toujours à partager, à liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter ce podcast si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode. Merci à tous et Come on Gunners. Ciao, ciao. Bye bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.